Modérateur sous vos applaudissements, c'est Slim Kchaou, qui est ingénieur agroéconomiste, expert développement durable et économie circulaire. Oui, nous, c'est Slim. J'invite également Serimet Hamdi, donc le cofondateur de Cumulus. Il est là. Iheb était parmi nous hier. Ahmed, il est là aujourd'hui. Bienvenue parmi nous, Ahmed. Slim, il est là. C'est Slim Bouroukez, Watersec également, on peut l'applaudir. C'est Khaled Bouchoucha, Iris. Voilà, c'est Khaled, il est là. Et puis, c'est Yasser Bououd, Zaira, la CEO Zaira. Oui, nous, c'est Yasser. Si Yasser, il est là. Alors, on va essayer de... Merci d'être parmi nous, Sislim, en attendant que CS nous rejoigne. Il est là, hein. Il est là, je peux vous assurer qu'il est là. Donc, voilà, sans transition, nous avons pris un peu de retard. Alors, je vous dis juste qu'il faut rester jusqu'à la fin, parce que nous avons un pitch tout à l'heure de quelques startups qui vont se produire devant vous, qui sont en phase avec ce que nous avons discuté depuis hier. Et ce sont des startups. Voilà, si Yasser Bououd, il est là. On peut l'applaudir également. Hein. Donc, Zaira. Donc, je disais qu'il y a un pitch de 6 startups pendant 3 minutes qui vont être faits devant nos panélistes. Et je souhaiterais vivement que vous soyez parmi nous pour encourager ces jeunes. Ce ne sont plus des startups que vous êtes en train de voir qui sont dans un stage assez élevé avec des levées de fonds, mais des startups qui sont là en early stage et qui vont se reproduire devant vous tout à l'heure. Sislim, à vous la parole. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi de modérer ce panel très intéressant. On a du beau monde, des start-upers, de l'innovation. On va parler de choses concrètes et qui font plaisir à notre pays et de voir des jeunes qui développent des choses très intéressantes et qui respectent en plein dans la RSE et qui n'ont pas besoin. À l'origine, ils respectent les RSE et dans le respect de l'environnement. Et sans plus tarder, donc on vous les présente. Donc on a la société Cumulus, représentée par Serimet Hamdi. On a la société Iris, représentée par Khaled Bouchoucha. On a la société Watersec, bienvenue Sislim Bouroukez. Et la société, la start-up Zaira, représentée par Yasser Bououd. Donc, sans plus tarder, pour ne pas accaparer la parole plus que ça, donc je passe la parole je commence par Khaled. Excusez-moi. Donc, qui va se présenter. Merci, Aïchek. Alors, Khaled Bouchoucha, fondateur de Iris Tech, في تونس. حالينا شوية البلد Beekeeper Tech. Bref, alors ce qu'on fait, nous travaillons principalement dans l'agriculture, spécifiquement dans l'apiculture, dans les abeilles. نعطيكم هكا statistique, un tiers de la production agricole mondiale, elle dépend de la pollinisation des abeilles. Bon, ça c'est la présentation, c'est bien parti du clicker. Merci. Super. OK. Alors, c'est un tiers, c'est énorme, c'est d'après la FAO, toute l'industrie, une grande partie, disons, de l'industrie agricole, malheureusement, فما مشكلة كبيرة. النحل شكون réellement who's raising the bees? Mainly beekeepers, les apiculteurs who are losing a lot of money. فما خسائر كبيرة جدا في القطاع هذايا. Pour plusieurs raisons. أول حاجة, bien évidemment, l'impact نتاع les changements climatiques. Juste un petit comme un exemple, نحن في تونس on perd aux alentours 40 à 60% de nos ruches كل عام. في l'Arabie Saoudite up to 100% كل عام يموتوا, c'est énorme. C'est un problème mondial في برشا des facteurs. Le changement climatique, c'est un facteur important. حاجة أخرى, le maillon le plus fort et le plus faible à la fois de l'agriculture souvent et de l'apiculture précisément, c'est les apiculteurs.
Malheureusement, le traditional management نتاعهم قاعدين نعملوا في l'agriculture comme si ça date depuis une centaine d'années قبل. C'est les mêmes exactement pratiques اللي خلت réellement ما تخليناش نجموا نواكبوا ce qui arrive. الحاجة الثالثة اللي هي جديدة plus ou moins اللي قاعدين نشوفوا فيها l'intensification de l'industrie قاعدة تخلينا le matériel génétique des abeilles قاعد يتيح على الآخر. On est en train de faire un essaimage من نفس النحل etc. قاعدين نقتلوا فك الديفرسيتي هذيك génétique, ce qui impacte énormément l'industrie mondialement. هذوما les raisons principalement علاش le secteur is collapsing. Ce qu'on essaye de faire, on essaye de résoudre voilà, le problème via des solutions IoT affordable, facilement, et bien évidemment le côté scientifique, la génétique et la génomique, اللي نحكي عليها شوية أخرى. قبل كل شيء we need to understand what's happening inside the hive. لازم نفهموا واش قاعد يصير réellement في الروش. Alors on essaye de capter les températures, l'humidité, le bourdonnement, le poids. On a d'autres capteurs يركبوا tous les paramètres اللي ينجموا يفسروا لنا les symptômes اللي تنجم تعرف منهم الروش. الروش c'est comme un organisme عنده température نتاعو, il essaye de régler l'humidité etc. Alors ce qu'on essaye de faire c'est que نفهموا ce qui se passe en temps réel. باش نعطيكم فكره ان فيت النحال يمشي يعمل فيزيت الروشي نتاعو ماكسيموم مره في الجمعه, في الشتاء حتى مره في الشهر. الوغ دورون البيريود هذيك الكل دي كاتاستروف يصيروا مالوغوزمون ما يفيقش بهم. الوغ الفيرست لاير واز تو بيلد سامثينغ اللي يخلينا نجموا نقيسوا واتس هابنين انسايد. Bien évidemment, كل شيء est connecté. Alors, il y a qu'une femme a un problème qu'on arrive à détecter. Dit une notification, bien évidemment, ou dit des suggestions de la solution. C'est le first layer نتاعنا. Grâce à ça, on a prouvé qu'on a pu booster la productivité, l'average per hive, 20%. طيحنا المورتاليتي على الآخر. Bon, على الآخر 15% par rapport اللي موجود. نقصوا ياسر في المانجمنت كوست نتاع الابيوري, خاطر ساعات يمشي النحال هكيك غراتويتمون ما يلزموش يمشي, هو يمشي يعمل دي انترفونسيون كي دوا با فير اكسيتيرا. هذا كل سا امباكت انورميمون الواحد نتاعو معناتها لا رونتابيليتي نتاع الروشي نتاعو. Est-ce qu'on a réellement fait un marché ou là on en tant que start-up on fait pas ça juste c'est bien c'est vrai mais il faut gagner de l'argent derrière. Mondialement il y a aux alentours 90 000 je pense millions 80 millions de ruches. Rien que في البلدان العربية فما 22 millions de ruches. Cher Khaled, oui. s'il vous plaît, on a des invités français parmi nous. On va essayer de parler en français totalement pour qu'ils puissent suivre un peu ce que vous êtes en train de dire. Merci. Ok, merci. Alors, par rapport à la région, MENA, il y a aux alentours 22 millions de ruches. Le taux de la mortalité, c'est aux alentours 70%, 60% de mortalité. Ça impacte des millions et des milliards de dollars chaque année, puisque la ruche, ça vaut aux alentours $200 par ruche. Si on arrive à réduire ce taux de mortalité-là, c'est des gains énormes pour le secteur. Et ça, ce qu'on travaille dessus. Bref, alors la solution elle est simple, on vend du hardware plus une application, même freemium. L'apiculteur il peut l'utiliser sans même utiliser l'appareil. On est en train d'éduquer le marché quoi. Par rapport à nos competitors, les competitors internes, mainly, désolé, principalement en fait, ok, c'est des Européens, des Américains. Il n'y a pas dans la région MENA, on est seul à faire ça. Et par rapport à la RSE, par rapport à la B2B en fait, je commence par le projet RSE, puisqu'on est sur le forum RSE. Ça c'est hyper important. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que de grandes entreprises sont en train de se focaliser sur l'abeille, l'importance de l'abeille, et dépenser de l'argent dessus. On vient de signer un accord avec Astilflash, une grande entreprise pour fabrication d'électronique, etc. Ils ont établi un projet de RSE pour sauver l'abeille via la technologie, en fait, pour contribuer à sauver les abeilles via la technologie, via la génétique et la génomique. Par rapport au côté génétique, ça c'est une première mondialement, j'en suis super fier. Alors ce qu'on essaye de faire, puisqu'on a énormément de data, qu'on arrive à collecter de la ruche, on s'est dit pourquoi pas ne pas moduler la ruche et savoir quelle ruche est la plus performante. Ça veut dire la reine la plus performante. Une ruche c'est une reine. On arrive ainsi à calculer ce qu'on appelle la valeur génétique de la ruche via les données. Et ça, c'est quelque chose de super pointu. On a tout un département génétique qui travaille là-dessus. On arrive à faire le ranking
les top rennes qui sont disponibles dans le rucher et puis les sélectionner pour les utiliser à générer de nouvelles ruches et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on pense pouvoir résoudre un énorme problème mondialement en fournissant des abeilles qui sont dédiées à un emplacement spécifique. Des abeilles, par exemple, tunisiennes dédiées à l'environnement tunisien, des abeilles dédiées à l'environnement saoudien, etc. Ça, c'est l'avenir, je pense, de l'apiculture, peut-être de l'agriculture, en fait, côté animal. Et on est pionnier et j'espère que réellement, on va pouvoir vendre des millions d'abeilles un peu partout dans le monde, des abeilles qu'on va faire essaimer. Ça, c'est en gros, en fait, c'est le projet. Derrière, juste, il y a une équipe. C'est moi qui gère le côté hardware, tout ce qui est développement technologique. Un professeur qui gère le département génétique, bien évidemment. Et bien évidemment, Walid, c'est le gars, c'est un des meilleurs apiculteurs tunisiens. C'est l'équipe réellement qui peut booster une start-up derrière pour pouvoir délivrer des solutions concrètes. Merci. Désolé si j'ai pris beaucoup de temps. Merci Sikhal, c'est très intéressant et donc on est en plein dans le respect de RSE et on a besoin de booster des startups et en écoutant les autres, on va pouvoir comprendre encore plus ce que ces startups font pour le respect de l'environnement et ce qu'ils donnent comme gain pour les agriculteurs et pour l'innovation et l'agritech au service de l'agriculture. Donc, peut-être on va passer à WaterSec. Comme ça, on va alterner parce que les 4 startups sont divisées, 2 qui travaillent sur l'eau et 2 plutôt sur l'agriculture et l'agritech. Donc, on passe à WaterSec. C'est Slim Bouakez. Bonjour Assema, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux et très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Slim Bouakez et je suis le cofondateur de la start-up tunisienne WaterSec. Okay. Donc, bien que la région MENA et la région sud de l'Europe figurent parmi les régions les plus pauvres en eau, et seront parmi les régions les plus impactées par le stress hydrique, la façon dont on gère l'eau manque d'innovation et ni efficace ni efficiente. 1 sur 5 litres, soit 20% en France, de l'eau n'arrive jamais au robinet des Français à cause des fuites. En Tunisie, on n'en sait pas. Il y a la sonnette qui parle de 20%, il y a une NGO qui a travaillé sur le sujet qui parle de 40%, et dernièrement, il y a le ministère qui dit c'est à l'ordre de 10 à 15%. Donc, on n'a pas une information précise. Donc, ceci aura un impact sur la région MENA. On risque up to 14% du PIB et 200 000 emplois d'ici 2050. La France, rien que cette année, peut perdre jusqu'à 0,2% de son PIB à cause de la sécheresse. Donc, WaterSec est né afin de façonner un comportement plus responsable, plus durable, et pour le citoyen et pour l'entreprise dans les régions MENA et Sud de l'Europe. Donc, on offre des systèmes de surveillance de la consommation d'eau qui détectent les inefficiences et prévient les risques de fuite. Comme on ne gère ou on optimise que ce qu'on mesure, en Tunisie, on ne voit ce que l'on ne mesure pas n'existe pas. Je vais expliquer pourquoi je dis cela tout à l'heure. Donc, on a conçu des capteurs, c'est des capteurs IoT. Le premier, c'est la gamme WS. Donc, elle est dédiée principalement au secteur de l'hospitalité et smart building, un appareil IoT facile à configurer qui permet de suivre en temps réel la consommation d'eau. On a aussi développé un autre produit qui s'appelle WSSM, qui est destiné aux industries qui consomment beaucoup d'eau, notamment la textile, la pharma et l'agroalimentaire, et qui combine l'imagerie et l'intelligence artificielle afin de rendre n'importe quel compteur d'eau intelligent.
Donc, on offre à nos utilisateurs finaux un dashboard. Là, il ou elle peut suivre en temps réel la consommation d'eau, que ce soit pour la centrale ou pour chaque périphérique là où il a installé nos capteurs. Il peut comparer les différents périphériques dans différentes périodes de temps. Il peut générer des rapports personnalisés suivant le type d'activité. Et il peut aussi prédéfinir un maximum, un seuil, que ce soit pour la centrale ou pour chaque périphérique. Et si ce seuil est atteint, nous, on envoie une notification via email ou SMS pour dire qu'une anomalie a été détectée. Donc, la taille du marché, elle est estimée à 3,2 milliards d'euros et atteindra 6,5 milliards d'euros. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment les réglementations qui deviennent de plus en plus strictes par rapport à la consommation d'eau. Au début, on voulait démocratiser le concept, on voulait l'installer partout, mais pour être plus pragmatique, nous ciblons principalement maintenant le B2B, notamment les établissements d'accueil et smart building, les hôtels, les maisons d'hôtes, les résidences et les entreprises ayant une stratégie RSE. Et les industries gourmandes en eau, notamment textile, agroalimentaire, pharma, papier et cimenterie. Donc, jusqu'à maintenant, on a installé plus que 100 capteurs, on a mesuré plus que 100 000 litres, on a détecté plus qu'anomalies et on a rendu plus que 10 compteurs connectés. On a réussi à installer nos capteurs chez nos early adopters. Et grâce à notre solution, ils ont pu faire des économies de l'eau. Des économies de temps aussi, parce que surtout la cible industrie, comment ça se passe maintenant, c'est il y a un opérateur qui fait le tour des compteurs, il prend manuellement les valeurs et puis il les insère dans un fichier Excel et puis le reporting. Donc nous, on automatise toute la chaîne de valeur et ils ont du gain du temps considérable. Bien évidemment, puisqu'on agit sur l'eau chaude, il y a de l'économie de gaz et des réductions des gaz à effet de serre. Et bien sûr, un accès transparent et clair de leurs données. Donc, on a aussi réussi à nouer des partenariats à l'échelle internationale, donc comme celui noué avec Weha Suisse, et qui permettra, eux, ils produisent des filtres, et grâce à notre solution, ces filtres seront connectés, et ils auront, le consommateur final, il aura la possibilité de changer le filtre avant d'une façon intelligente. Et une autre avec Renile, c'est une start-up égyptienne, et il s'agit plutôt d'un partenariat R&D. Donc, on a été lauréat du prix POISAM, organisé par Orange septembre 2022, et prix de la compétition nationale dédiée à l'industrie 4.0, organisée par Innovation Business Accelerator et EY décembre 2022. Et la semaine dernière, on a été élu comme le projet lauréat du concours international. C'est un concours qui regroupe l'Afrique et le Moyen-Orient, organisé par JCI. Donc, ceci, c'est notre roadmap. Donc, toute l'approche est axée sur l'installation des capteurs, la collecte des données, et puis on veut lancer un nouveau produit qu'on appellera WaterSec Behavioral Insight Generator. C'est un produit qui est axé sur les données et qui analyse le comportement de consommation, que ce soit pour le citoyen ou pour l'entreprise, afin de rendre leur consommation plus responsable et plus intelligente. Je partage avec vous quelques graphes qu'on a pu générer via la data qu'on a collectée. L'échantillon n'est pas aussi représentatif scientifiquement, mais suite à un snapshot, on a essayé un peu de voir comment les Tunisiens consomment de l'eau. Donc, à quelle heure ils consomment, la répartition. Donc, l'équipe, on est 5 cofondateurs et on fait leurs études dans la même université, l'INSAT. Il y a 8 ans, on a parcouru des parcours professionnels différents. Roubaïb dans l'embarqué et dans le développement web et mobile. Mohamed, notre chef de projet dans l'embarqué et l'électronique. Zoubair dans les télécommunications et la cybersécurité. Yasmine dans la coopération internationale et moi dans la gestion de projet. On s'est réunis après 8 ans aujourd'hui, c'est pour une cause, c'est pour une mission,
c'est de faire face à la sécheresse et limiter ces impacts négatifs, socio-économiques négatifs. Merci beaucoup. Merci Slim pour cette présentation. Et je rebondis et pour être dans le bain du panel dans lequel, avec l'agriculture, parce qu'on voit que vous avez cité le domaine industriel, le domaine hôtelier, le domaine... alors que l'agriculture est dans une situation de stress hydrique que nous vivons. Donc, est-ce qu'il y a n'y a-t-il pas un projet d'intégrer le domaine agricole? Surtout que nous savons, dans tout ce qui est périmètre irrigué, les canalisations sont souterraines, donc parfois on n'arrive pas à... les fuites d'eau, ça peut rester de quelques jours, voire quelques semaines, et on voit beaucoup de pertes d'eau. Donc est-ce que vous avez l'idée de généraliser votre solution sur le domaine agricole? En fait, l'agriculture, c'est l'industrie qui consomme beaucoup, qui consomme à peu près 80% de l'eau. Et je vous laisse la parole. Je peux pas me prononcer sur ce sujet avec Zer avec moi. Donc, par contre, il y a un ratio, peut-être un chiffre très important par rapport à ce qui se passe côté agriculture. J'ai lu un chiffre en 2021, uniquement 9% des eaux dédiées à l'agriculture viennent des barrages d'eau. Ce qui signifie que l'autre, et la production agricole est la même, ce qui signifie que l'autre partie, elle est venue des nappes souterraines. Et là, il y a un énorme problème côté mesure. Donc la SONED, elle gère un parc de 3 millions de compteurs. Et elle n'arrive pas, malheureusement, on n'arrive pas à gérer 200 000 compteurs destinés aux pluies, aux pluies. Donc, l'idée, c'est que si on n'a pas le compteur, on n'a pas de transparence, personne n'a confiance aux autres parties prenantes, et il y a la crise d'eau plus la crise confiance, la crise transparence. Donc la première chose qu'il faut faire ou qu'on estime qu'il faut faire, c'est de mesurer, parce qu'à travers les mesures, on sera apte d'instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes et on sera, it's the first layer, c'est la première couche afin d'instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes et particulièrement l'agriculture. Précision par rapport à ça, par rapport au compteur, parce qu'au niveau des GDA, quand même, parce qu'avec leurs adhérents, ils installent des compteurs. Donc peut-être commencer dans une première partie, et je laisse la parole à Yasser, qui est plus dans le domaine, et comme ça pour donc là, la troisième start-up qui est plus dans l'agriculture et qui est plus dans l'agritech et agriculture durable. Merci aux organisateurs pour cette opportunité. C'est en fait une opportunité de montrer que tout ce qu'on fait comme effort dans l'agritech, tous réunis et plein d'autres startups, c'est essentiellement de la responsabilité sociétale et environnementale. Tout ce qui est à l'agriculture, à l'optimisation, à la recherche autour de l'optimisation des process, de la consommation des ressources, notamment les ressources hydriques, minimiser les quantités d'engrais. Tout effort technologique qu'on investit dans l'agriculture est un effort qui va directement ou indirectement dans l'environnement ou dans le social. Donc, je vais essayer de partir de la problématique de l'agriculture tunisienne et africaine. Et après quelques années dans l'exercice de ce qu'on fait, on a constaté qu'une des plus grandes problématiques de l'agriculture africaine, c'est le manque de savoir-faire. Comment? Parce que l'agriculteur africain exerce ou évolue dans un contexte qui a complètement changé durant les 30 ou 40 dernières années, notamment le contexte climatique, la dégradation de la qualité des sols, la dégradation de la qualité de l'eau, le manque d'eau,
stress hydrique, les nouvelles variétés de plantes, l'apparition de nouvelles maladies. Et ce contexte est en train de changer, d'évoluer, et le changement est extrêmement rapide et devient chaque année de plus en plus rapide. Et dans ce contexte-là, l'exploitant agricole africain continue à exercer son métier, comme l'a dit Khaled tout à l'heure, de la même façon ancestrale et traditionnelle et souvent arbitraire. Donc nous, à Zaïre, on essaie de fournir justement de la technologie, du logiciel et de l'électronique pour pallier à ce manque de savoir-faire. Ça, c'est pour résumer rapidement. Donc ce qu'on offre, c'est une suite de logiciels et beaucoup d'électronique pour, au final, digitaliser toute la chaîne de valeur agricole, depuis la préparation du sol jusqu'à, par exemple, dans le cadre de l'industrie de transformation agroalimentaire, comme l'huile d'olive, jusqu'à la mise en bouteille, par exemple. On est capable de fournir des outils de traçabilité, de calcul des coûts. On instaure des process au sein des exploitations agricoles. On essaie de fournir aux exploitants agricoles des outils pour mieux mesurer leur activité, pour optimiser leurs ressources, pour digitaliser leur activité, comme je viens de mentionner, mais aussi pour, au final, exercer leur métier d'une façon basée sur de la science et de la data. Et c'est ce qui manque aux exploitants agricoles, c'est vraiment la science et la data. Même à l'échelle nationale, on a toujours évoqué les problématiques de l'agriculture. Tout le monde connaît les différentes problématiques liées à ce secteur, à ce métier difficile, mais on n'a jamais vu une mise en place d'une réelle stratégie de développement de ce secteur, et on ne pourra pas le faire tant qu'on n'a pas de data. Là, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. On ne sait pas, l'État, il n'y a aucun organisme en Tunisie qui sait qui plante quoi, où, à quelle proportion, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il produit, à quelle qualité, dans quelle proportion il produit. On manque énormément de data. On ne sait pas que produisent nos agriculteurs et qu'est-ce qu'ils consomment. Et surtout, la ressource la plus chère et la plus rare, l'eau. Donc, on ne peut pas corriger un problème sans savoir la réalité et les données liées à cette problématique. Et donc, il faudrait un effort sur les prochaines années. Si on commence maintenant, ça va prendre peut-être 5 ou 10 ans à collecter de la donnée, toutes sortes de données, de compteurs d'eau, des données qui proviennent du sol, de la météo, de la production, des marchés, de toute la chaîne de valeur, pour pouvoir établir un vrai diagnostic fiable et viable, justement pour pouvoir établir une stratégie et appliquer une vision pour pouvoir corriger ce secteur, qui, je le répète, est un secteur sinistré. Donc, il y a un effort énorme à soutenir les startups, à encourager les jeunes à aller vers l'agritech, parce que il y a de la place pour quelques centaines, voire quelques milliers de startups, et là, je parle à l'échelle du continent, et on devrait produire des solutions africaines pour ce secteur africain, justement. Une technologie qui a fait ses preuves dans l'Occident, en France ou ailleurs, ne peut pas forcément marcher en Afrique, dans un pays africain, avec un climat africain, avec un sol africain et des habitudes et des traditions africaines. Donc, c'est ce qu'on a remarqué aussi. Donc, il faudrait beaucoup d'efforts pour savoir. Et quelqu'un dit, savoir, c'est gagner la moitié de la guerre. Donc, nous, on ne sait rien en ce qui concerne notre secteur agricole. Donc, tous nos efforts en tant que start-up s'inscrivent justement dans l'environnemental. En plus, l'environnemental sur 2 volets, l'agriculture est un des secteurs, en tout cas, je suis certain pour dire que c'est pas le secteur le plus polluant comparé à l'industrie et à d'autres secteurs. C'est un des secteurs les moins polluants, surtout en Afrique, parce que la grande majorité des agriculteurs, c'est des agriculteurs, des tout petits exploitants agricoles, c'est pas mécanisé, donc c'est pas les plus gros pollueurs, mais c'est eux qui subissent de plein fouet l'impact climatique et les changements climatiques. Donc, tout effort qu'on fait auprès de ces gens va minimiser encore leur empreinte sur l'environnement, va pérenniser leur culture, va durabiliser leur production et va leur permettre au final de vivre dignement de leur exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut juste savoir que durant les 30 ou 40 dernières années, les exploitants agricoles, surtout les plus petits, c'est des gens qui ont grignoté de leur capital pour pouvoir nous nourrir, nous les Tunisiens. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a hérité d'une dizaine d'hectares de ses parents. Il a hérité du terrain et du savoir-faire. Ce savoir-faire n'est plus valable dans le contexte actuel, mais après 30 ans, on ne trouvera jamais quelqu'un qui a gardé ces 10 hectares. Et il va vendre 1 hectare pour le mariage de son fils et va vendre une vache pour pouvoir alimenter d'autres. Donc, c'est des gens qui sont en train de grignoter leur capital. Et en suivant ce schéma-là agricole, on est certain que
on verra énormément de petits métiers dans l'agriculture qui vont disparaître parce qu'ils ne pourront plus vivre de cette façon. Donc, une des plus grandes problématiques de l'agriculture pourrait être résolue avec la technologie et avec le peu d'expérience qu'on a eu sur le terrain, je peux vous assurer que tout effort dans la technologie destiné à l'agriculture peut changer la vie de tout un continent. Donc, juste pour vous montrer combien c'est important le terme de savoir-faire. Quand j'ai dit les agriculteurs manquent de savoir-faire, il faut savoir ce que on connaît tous Magan, ou bien comme marque de boisson, ou bien l'ingénieur agronome de l'époque romaine, qui, il y a 2000 ans, ou plus de 2000 ans, a écrit une encyclopédie de 28 livres qui traitent d'agronomie, sur comment exercer ce métier de la meilleure façon. Mais 2000 ans, on a accordé trop d'importance au savoir-faire agronomique, justement, et c'est ce qu'on a perdu actuellement. On est en train d'exercer l'agriculture de façon arbitraire. Donc, je vais finir rapidement pour revenir à mon collègue ici présent et ami. J'ai vu naître leur start-up. Et il y a énormément de place dans l'agricole, justement parce que ce qui se passe actuellement, on va prendre juste l'exemple de l'eau, c'est qu'on est en train de pomper de l'eau avec des quantités phénoménales, mais on ne sait même pas combien on est en train de pomper. Donc l'État devrait, au lieu de pénaliser les gens qui ont creusé des sondages illicites, devrait imposer à équiper ces gens-là, tout le monde avec des compteurs connectés, savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de pomper. Ensuite viendra l'effort de vulgariser la science et conseiller ces gens-là pour ne pomper que les quantités nécessaires au développement de leurs plantes, pour limiter le gaspillage. Au lieu de fermer des puits à tout va, et là je donne juste à titre d'exemple, dans la région de Gbeli, le sud, on compte plus de 20 à 22 000 sondages illicites. On ne peut pas fermer tous ces sondages d'un coup. Socialement, on ne pourrait pas le faire. Donc, une des solutions serait d'équiper ces gens de compteurs, chercher un prêt auprès d'un gros bailleur de fonds pour équiper ces gens et pour prélever à chaque mètre cube un petit montant qui sera, par exemple, mis dans un fonds qui sera dédié à l'eau, à la recherche autour de l'eau et à la recherche scientifique. Et au final, je dirais qu'il faudrait voir la technologie comme un véhicule de la science et du savoir-faire, de la vulgarisation du savoir-faire. Et ça peut aller dans deux sens. On peut conseiller l'agriculteur via la technologie, mais on pourrait aussi remonter énormément de données de l'exploitant agricole via la technologie pour pouvoir corriger des problématiques à plus grande échelle. Merci. Avant de passer la parole à Cornelius, peut-être, Yes, donc quand on dit la start-up Zeira, donc qu'est-ce qu'elle concrètement, même si d'une manière, qu'est-ce qu'elle propose et qu'est-ce qu'elle fait gagner pour quelqu'un qui s'adresse à Zeira, donc qu'est-ce qu'il va recevoir et qu'est-ce qu'il pourrait gagner, qu'est-ce qu'il pourrait... Okay. Rapidement, nous, on a deux produits qu'on commercialise actuellement. On a un système d'information de gestion agricole qui couvre tous les process métiers au sein d'une exploitation agricole et même d'unités de transformation agricole. Donc, c'est plein de modules pour la gestion des parcelles, pour la cartographie, pour la traçabilité, pour l'achat, pour le stock. Et on fait tout sauf la comptabilité, justement, même la comptabilité analytique est intégrée dans ce logiciel. Il peut être aussi, ce système d'information peut être connecté, interfacé avec une station météo, avec des capteurs au sol, avec des GPS dans les tracteurs, pour vraiment digitaliser tout ce qui se passe dans l'exploitation agricole, pour que, enfin, l'agriculteur puisse exercer son métier de la même façon qu'un banquier ou tout autre business. Donc, en se basant sur de la science et de la data. Il y a aussi énormément de savoir-faire qu'on fournit à part le système d'information en tant que tel. C'est qu'on fournit un savoir-faire sur les process, sur les meilleures façons de faire les choses. On fournit des bases de données pour dire, voilà, si vous produisez de l'olivier, par exemple, le kilo moyen d'olive, voilà le coût de revient moyen, voilà la défalcation de ce coût de revient en fongicide, en engrais, quantité d'eau. On a un benchmark qui est assez extraordinaire justement sur ce genre de détails et qui pourrait servir de conseil à nos exploitants agricoles pour standardiser, pour exercer ce métier de la meilleure façon possible. Comment en optimisant justement la consommation de ressources, notamment des intrants, de l'eau,
en préservant le sol. Il y a beaucoup de verrouillage pour respecter certaines normes et certains standards. Donc, l'autre système, c'est un système qui est un combiné de logiciels et d'électronique pour le pilotage de l'irrigation. Donc, on prend en charge tout le réseau d'irrigation au sein d'une exploitation agricole. Donc, tout est connecté, les vannes, les motopompes, les stations d'injection d'engrais, les compteurs, la pression, on lit tout en temps réel. Le système est complètement autonome et à part le fait qu'il peut irriguer de façon complètement autonome et automatique, mais aussi détecter n'importe quelle défaillance qui survient sur le réseau, que ce soit électrique ou hydraulique, notamment en termes de fuite, de bouchage du réseau ou toute autre anomalie. On a aussi un volet de recherche. On travaille sur la robotique agricole depuis 2 ans et demi, je pense. On a fabriqué un premier prototype de robot agricole qu'on a baptisé Atlas. En gros, c'est comme un tracteur. C'est à la taille d'un tracteur de taille moyenne, qui est électrique et complètement autonome, donc bourré de capteurs avec sa propre intelligence artificielle. Ce robot, c'est pas un gadget, mais dans la continuité du forum et de RSE, il est capable par exemple, de distinguer les mauvaises herbes des plants de laitue, par exemple, et de cibler uniquement les mauvaises herbes avec de l'herbicide. Donc, il y a énormément d'optimisation dans la consommation d'herbicides. Il y a aussi des travaux qui sont extrêmement pénibles et répétitifs pour l'humain. Donc, le robot peut effectuer ce genre de travaux à la place avec énormément de précision. Voilà. On est actif en Tunisie. On compte plus de 35 000 hectares couverts avec nos systèmes. Et dernièrement, installé en Côte d'Ivoire, on couvre plus de 10 000 hectares en Côte d'Ivoire avec une nouvelle culture des bananes et des ananas. Et on compte s'étendre sur le reste du continent africain. Et Slim, si je me permets, justement, j'allais vous poser la question. Je m'excuse, Slim, mais c'est très important aussi de parler de cette externalisation, parce que le dernier marché que vous venez d'avoir en Côte d'Ivoire, c'est, corrigez mes propos, hein, donc si je me trompe, c'est avec l'une des entreprises mondiales les plus productrices en matière de fruits. C'est bien ça, Yesra? Oui, c'est le 3e plus gros producteur de bananes au monde. Au monde, voilà. Il est présent en Côte d'Ivoire et dans 10 autres pays de la sous-région. On leur a vendu notre ERP pour l'entité Côte d'Ivoire et on vient de voir la confirmation, j'ai oublié de faire l'annonce maintenant, pour généraliser sur le reste des filiales dans 10 autres pays africains. Donc voilà. Ça mérite des applaudissements, hein. C'est un gros marché, bravo. Bravo, et surtout, moi qui suis Zaire depuis 8 ans, 9 ans maintenant, yes, là, donc voilà, et vraiment c'est une grande prouesse, et je suis très content pour vous, pour ce gros marché que vous venez donc de conquérir en Afrique, et sur 10 autres pays qu'on venait de le dire. Excusez mon intervention, mais c'était très important pour moi aussi de parler de ça, et de valoriser le travail qui est en train d'être fait par Zaire. Bravo encore une fois, yes, et toute l'équipe de Zaire. Très bien, merci pour l'intervention pertinente, Anis. Donc, on passe maintenant, on va sortir un petit peu de l'agriculture et on passe à la 4e start-up, donc Cumulus. Et sans plus tarder, je passe la parole à Ahmed qui va nous présenter Cumulus et que vous avez déjà sûrement entendu parler. Merci. Bonjour tout le monde. Ahmed Hamdi, je suis le Head of Growth at Cumulus. Donc tout simplement, Cumulus, c'est un rêve qui devient réalité. C'est-à-dire, on a commencé notre start-up en 2021, on a levé 1 million d'euros et on a commencé le travail jour et nuit jusqu'à avoir le prototype et jusqu'à la commercialisation. Donc, si on passe à la présentation, s'il vous plaît. Il y a un problème technique, je pense. Donc, tout simplement, Cumulus, c'est une machine qui crée de l'eau potable à partir de l'air. Donc c'est une machine tout simplement qui aspire de l'air, le dépoussière et après l'eau, voilà c'est la machine, excusez-moi, c'est la machine, c'est la création de l'eau potable à partir de l'humidité qui existe dans l'air. Donc nous sommes présents dans 3 pays, la Tunisie, la France et l'Espagne. Entre autres, Cumulus c'est une boîte franco-tunisienne.
Et après le levée de fonds, on s'est installé en Tunisie pour faire la production. C'est 100% produit tunisien, soi-disant. Notre stratégie de développement dans 3 pays, et on vise le Maroc, l'Égypte en 2024, et après, dans les années à venir, le MENA, et pourquoi pas les États-Unis après. Donc, notre machine Cumulus produit 30 litres par jour, la moyenne de 30 litres par jour de l'eau potable. Elle est moins chère que l'eau en plastique. On évite comme ça, pour acheter la machine, on évite 2 tonnes de CO2, ainsi que 300 kilos de plastique par machine et par an. C'est un chiffre exorbitant, sincèrement. Il y a des gens, il y a des entreprises qui utilisent encore des bouteilles en plastique. Et là, vraiment, ça dérange. Là, j'insiste, toutes les boîtes, toutes les entreprises, de passer à l'écologie, être éco-friendly, savoir l'importance et la gravité plutôt du plastique qui existe encore sur nos marchés, sur notre marché tunisien. Donc, notre bébé, Cumulus, a un style futuriste. Il a 80 kg, 1 mètre cube. C'est une machine qui se met outdoor pour capter l'humidité. Donc, c'est une machine smart. On peut contrôler la machine à distance, switch on, switch off, savoir le potentiel de production aussi, la qualité de l'eau. Tout simplement, il faut connecter la machine couplée sous secteur électricité normale ou avec des panneaux photovoltaïques. Après, la machine aspire de l'air. L'air sera condensé en abaissant la température jusqu'à le point de la rosée. Et après, l'eau condensée passe par plusieurs filtres anti-impuretés, UV, bactéries, ainsi de suite. Et la dernière étape, c'est la minéralisation de l'eau condensée. C'est-à-dire l'eau, il passe par une cartouche avec une vitesse bien définie. Il passe sur une cartouche remplie des granulats et des pierres. Il prend les sels minéraux. Il sort de l'eau potable fraîche et tasty. Donc, nous avons déposé et nous avons déjà eu notre marquage CE. Notre eau, elle est avec les normes européennes. On a fait plus que 600 tests avec un bureau externe qui s'appelle Veritas, que je pense tout le monde connaît ce bureau. Tous les composants qui existent dans l'appareil, ce sont des composants qui viennent de l'Europe, avec un marquage CE. Ce sont des produits de qualité. Donc, dernièrement, nous avons eu le label Solar Impulse. Nous avons déposé 2 patentes en Tunisie et en France. Donc, notre machine, on peut la contrôler, on peut savoir la qualité de l'eau qui sort, ainsi le potentiel de production journalier, mensuel et voire annuel. Donc, on peut contrôler la machine à distance. Notre produit, il est vraiment destiné B2B, c'est-à-dire notre machine, elle produit 30 litres par jour. C'est pour les entreprises, les hôtels, les bureaux, les offices, et comme ça, on élimine l'achat des bouteilles en plastique et on peut servir dans les salles de réunion à nos employés de l'eau fraîche qui existe à partir de l'humidité qui existe dans l'air, et c'est vraiment indépendant. Être indépendant, moins de logistique, moins de plastique, et comme ça, on est éco-friendly. Voilà. Donc, on a signé avec plusieurs entreprises telles que KFC, Labadira, Le Sultan, Afrique Invest, Actia, EY, Sanofi, Orange. Et aussi, je tiens à remercier M. Qais El-Mejri, il était à côté de nous, mais je ne sais pas s'il est encore là. On a signé encore avec le premier opérateur public, c'est l'AFI. Donc, je tiens à remercier M. Qais El-Mejri. On a livré la première machine, notre premier bébé, à Actia la semaine dernière, déjà. Félicitations. Merci, merci. Alors, on a fait le premier patch déjà
Nos clients, nos premiers clients, ils seront servis dans les jours à venir. On va faire à chaque fois sur notre page LinkedIn ou Facebook, on est toujours présent sur chaque installation de nos machines auprès de nos premiers clients. Donc, et voilà notre équipe. Elle est bourrée de talents. L'équipe qui existe en France, l'équipe en Tunisie, il y a des ingénieurs dans la qualité de l'eau, embedded system, tout ce qui est IT. Et moi, je fais partie sales, dont je fais partie. Donc voilà. Si vous avez besoin de notre machine Cumulus, vous pouvez contacter directement via notre site web. Et voilà, donc c'est la fiche technique. Et après, on gère la maintenance, on gère l'installation. Il y a un contrat de maintenance de 5 ans. On doit changer les filtres autant qu'il faut. Le passage de Bureau Veritas pour prendre et pour s'assurer que la qualité de l'eau elle est bonne. Voilà, donc et on gère aussi l'assistance technique à distance via le mobile web, application et tout ce qui est technologie derrière ça. Merci à vous, merci pour votre confiance. Merci. Merci pour cette présentation et merci pour ces beaux projets innovateurs. Et peut-être pour rester dans le bain du forum, une question à vous quatre. Donc, dans ce cadre-là, dans ces innovations-là, peut-être tout ce qui est en relation avec l'empreinte carbone, la décarbonisation, en fonction, chacun, si un petit mot rapidement. Merci. Alors, pour le carbone, en fait, je pense, à mon avis, en fait, peut-être l'appareil qui est super efficace pour absorber le carbone, c'est les arbres, quoi. Alors, sans abeilles, en ce qui nous concerne, en fait, il y a un énorme problème côté arbres. Beaucoup d'arbres, en fait, il y aura un énorme problème côté pollinisation, etc. Maintenant, ce qu'on voit, même mondialement, c'est que lors de l'implantation d'arbres, c'est obligatoire aussi d'installer des ruchers, et même de donner les ruchers gratuitement aux apiculteurs. C'est pas pour produire du miel, mais c'est pour la pollinisation. Alors, je pense que c'est super important. L'écosystème est embrouillé ensemble, en fait. Alors, je pense que c'est super important de travailler dessus. L'eau, la pollinisation, les data, l'irrigation, etc. C'est hyper important. Ça va impacter petit à petit peut-être la consommation mondiale, peut-être, ou l'émission mondiale en carbone, comment on peut équilibrer. Alors, de notre côté, on vient de lancer un projet. Un des projets avec Astil Flash, c'est l'implémentation de quelques milliers d'arbres. Ça va commencer l'année prochaine, Inch'Allah, et avec, bien évidemment, des ruchers équipés. Pour les apiculteurs, c'est pour booster cet écosystème-là. On a choisi 3 endroits principalement pour aider ces endroits-là à implémenter les arbres et à booster cette activité-là. Merci. Okay. Donc, autant, en entendant comme ça, donc au contraire, ça incite les industriels à financer ces startups et pour minimiser le carbone et les empreintes carbone telles que nous avons le panel de ce matin. Donc, je passe la parole. Donc nous, on a développé tout un dashboard pour la cible RSE et ce qui est différent avec cette application, c'est le module gamification. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que au sein de l'entreprise, les collaborateurs entrent en compétition positive. Donc, ils ont des objectifs à atteindre. On compare leur consommation par rapport à l'historique, par rapport à des communautés similaires. Et on voit tout d'abord la couche awareness, la prise de conscience chez les collaborateurs et ce qui impacte la réduction de la consommation d'eau. Donc, ce qu'on fait après chaque expérience que vit le collaborateur dans l'entreprise,
elle est comparée et elle est par rapport à l'historique ou par rapport à d'autres communautés. Et on voit, on est en train de voir et on va partager plusieurs graphes concernant ça sur nos pages Facebook et LinkedIn. Très bien. C'est Yasser, c'est une petite idée. C'est un gros chantier, justement, le carbone, l'environnement, mais je vais revenir sur le fait qu'on manque de données. Et là, je parle d'échelle nationale et continentale. Mais nous, à Zeira spécifiquement, on fournit à nos clients des tableaux de bord, justement, pour avoir beaucoup de métriques sur leur terrain, sur la pression des pesticides par hectare, sur la pression mécanique par hectare, par année. C'est des gens qui sont dans l'arboriculture en général. Le plus gros de nos clients font de l'arboriculture. C'est une exploitation qui fait 800 hectares avec 1,5 million de pieds d'olivier. C'est un arbre qui ne perd pas ses fruits, ses feuilles l'automne. Donc, le bilan carbone, ça saute aux yeux. Avec 5 ou 6 engins mécaniques, 5 ou 6 tracteurs sur toute l'exploitation. Donc, leur bilan carbone est assez prometteur et pourrait s'améliorer encore, justement. On ne donne pas d'indicateurs de carbone, on n'est pas spécialiste là-dedans, mais on fournit plein d'autres métriques, justement, pour qu'ils puissent mesurer leur empreinte environnementale, et notamment chaque kilo de fruits, légumes, combien de litres d'eau consomme chaque kilo de chaque parcelle, de chaque variété, de chaque culture. Donc, c'est ce genre d'indicateur qu'on fournit. Sur le carbone, ça va venir certainement parce qu'on est déjà sur cet effort, on est conscient de l'importance de ce phénomène, de l'impact justement carbone. Exactement. Très bien. Donc, une question peut-être à Ahmed. Donc, avec ce projet innovateur, comment vous allez pouvoir gérer ça par rapport à toutes les marques d'eau minérale et toutes les industries, surtout qu'on est en train de voir que c'est en train de... Chaque jour, on est en train de voir de nouvelles marques et... Alors, ce qui serait intéressant aussi, parce que je viens d'interviewer Iheb Triki la semaine dernière, donc sur mon plateau à Diwan FM, et justement, il y a quelque chose de très intéressant, la minéralisation de l'eau et la certification que vous venez d'avoir pour que l'eau devienne potable. Parce que là, il y a un problème de certification. Bon, ok, il y a l'humidité dans l'air, on la transforme. Corrigez mes propos si je me trompe. Oui, bien sûr, allez-y. Et effectivement, la question qui se pose, qui nous garantit que cette eau-là puisse être bue sans souci? Donc, il y a eu cette certification. Et puis, je vais poser la question également sur la minéralisation. Et là, apparemment, tout un process est en place pour essayer de faire défiler l'eau sur des rochers pour prendre les sels minéraux. Donc, si vous pouvez nous parler de ça, ça aussi c'est très très important pour rejoindre donc la question de Slim. Voilà. Donc, nous, en fait, Cumulus, on vend de la technologie. C'est très simple d'avoir de l'air à partir de l'humidité. C'est très simple. Même un frigo, un climatiseur, on peut avoir de l'eau derrière. Mais comment rendre l'eau propre et potable? Et c'est ça la technologie. En fait, il y a, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une cartouche filtrante, il y a une cartouche minéralisante plutôt. Et lorsque l'eau il passe avec une vitesse bien définie, l'eau il prend les sels minéraux. Donc à partir de la vitesse qui passe l'eau dans ce filtre, il prend les sels minéraux et nous sommes alignés avec les normes européennes. Et c'est pour ça que nous avons eu notre marquage CE ainsi que le brevet que nous avons déposé. En plus, pour avoir et pour s'assurer que la qualité de l'eau elle est bonne, nous sommes toujours partenaires avec le Bureau Veritas. On a fait plus que 600 tests, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour vraiment s'assurer que l'eau elle est potable. Donc voilà. Et revenons à la question de M. Kchao. Et pour éviter notre empreinte pour le carbone, d'acheter une machine, on évite vraiment 2 tonnes de CO2 par machine. Et up to jusqu'à 300 kg du plastique par machine et par an. Donc il faut vraiment, c'est un chiffre, pour moi c'est un chiffre choquant. Avoir une machine dans une entreprise ou dans un hôtel peut éviter jusqu'à 2 tonnes de CO2. Donc, c'est très important d'appuyer
Et en Et de matière de comprendre- plastique, et- et en matière de plastique, vous dites une Jusqu'à machine 300 jusqu'à 300 kilos. jusqu'à 300 kilos du plastique. Mais après, voilà, c'est un peu choquant. J'espère que toutes les entreprises, toutes les boîtes sont conscients par rapport à ce chiffre. Et merci beaucoup. Et ça coûte combien? La machine, Ah bah oui, forcément. la machine coûte 13 000 dinars. Et après, il y a 2000 dinars de maintenance. La maintenance inclut les changements de filtre, le passage de Bureau Veritas pour prendre les tests pour s'assurer que l'eau elle est bonne et propre. Et après, il y a l'assistance technique, technologique sur l'application, sur l'utilisation du produit. Et votre présence ici n'est pas passée inaperçue, parce que hier, Cyril Labidi, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, va commander une machine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, je sais, voilà, je suis dans le voilà. sales. Donc. Je passerai après pour le chèque. Hein. D'accord. Ok. Voilà, donc. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous faire rêver. Vraiment, merci. Merci. Pour toutes ces compétences, Slim. Je vais vous demander de clore ce panel très très intéressant avant de passer à une séance de pitch. Ok, très bien. Merci à tous les panélistes. C'est vraiment très intéressant et bravo pour tout ce que vous faites. Et, Merci à vous. Je vous passe la parole. Merci, merci à Slim Kchao, merci à... Non, vous n'allez pas partir. Non, vous n'allez pas partir. Vous allez assister à une séance de pitch par des startups qui sont là parmi nous, qui vont venir pitcher devant vous également. Mais auparavant, je voudrais qu'on salue Slim Kchao pour la modération, Yasser Bouroud, Zeira, Slim Bouroukez, Watersek, Iheb Hamdi Cumulus et Khaled Bouchoucha Iris. Merci de nous faire rêver et merci d'être ce que vous êtes. Alors, je vais vous inviter à vous mettre là devant moi, hein, parce que vous allez voir un peu ce que vous étiez il y a quelques années, hein, donc, et on espère que les startups qui vont se produire durant 3 minutes chacune pour pitcher essaieront de suivre le chemin de l'excellence. Peut-être Slim, vous pouvez venir ici aussi. Hein, donc, hein. Je vais inviter devant vous Sylvie Eddine Boubakr, donc le fondateur de la start-up Tabba, qui est spécialiste en agritech. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le clicker, vous l'avez laissé où? Il est là, en principe. Il est là. Prenez le micro. Vous voulez rester ici avec le micro? Bonjour à tous. En fait, je suis ravi d'être parmi vous pour en fait pitcher une histoire d'amour et de passion avec la terre. En fait, je suis né et j'ai grandi dans un entourage agricole. Et j'étais tellement passionné par l'agriculture et la nature, mais malheureusement, ma famille n'avait pas de ferme. Donc, j'ai essayé pendant les vacances de travailler dans plusieurs fermes pour nourrir ma passion. Et dans la photo que vous voyez derrière moi, vous pouvez apercevoir l'une des fermes où j'ai travaillé et j'ai appris vraiment à aimer la terre. Plus tard, quand je suis revenu vivre à Tunis, j'ai ressenti un véritable manque de contact avec la nature. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont comme moi, passionnés par l'agri, mais ils n'ont pas souvent l'espace ni la connaissance pour avoir un petit potager ou des animaux d'élevage. En contrepartie, notre agriculture paysanne a soif de rentabilité. Achat de graines, engrais, pesticides, machines. Il fallait mettre les moyens. Et selon l'Institut national des statistiques, il y a plus de 350 000 hectares de terres agricoles restent inexploitées chaque année en Tunisie. Donc, on a créé Tab, qui est un concept de matching entre les citadins qui souhaitent avoir des potagers ou des animaux d'élevage et les agriculteurs qui ont des espaces inexploités dans leur ferme, avec une application mobile qui permet aux utilisateurs d'identifier et de designer un potager dans une ferme à proximité, d'apprendre toutes les connaissances nécessaires tout en jouant et d'acheter même des animaux d'élevage et payer l'agriculteur en ligne pour en prendre soin. Tabba, c'est une application qui permet aussi aux utilisateurs d'accéder et de vivre une expérience agricole réelle et à l'agriculteur la chance pour valoriser son terrain et tirer profit de ses expertises.
On aura une commission de 30% sur chaque transaction et on a 3 types d'abonnements avec lesquels on offre divers services, accès au potager, guide de jardinage en ligne, jusqu'à déléguer l'agriculteur pour l'entretien et même recevoir la récolte chez soi. Donc le marché de l'agritech et de l'agribusiness aujourd'hui occupe une place gigantesque dans l'économie mondiale. C'est un marché qui attire les investisseurs avec sa forte croissance et son faible niveau de risque. Et dans ce marché, on se distingue avec notre expérience pédagogique via le gaming, ainsi qu'on est plus orienté vers l'agriculture paysanne traditionnelle de la permaculture. Et notre sauce magique ici, c'est qu'on a un espace théorique, virtuel, plus la partie pratique de concrétisation des connaissances pour créer un business avec un fort impact. Donc, qui sera sur l'agriculteur, qui sera capable de tirer profit des parties inexploitées dans sa ferme. 2, sur la nature et l'environnement avec la technique de la permaculture. Et finalement, sur nos clients avec une expérience conviviale et concrète autour de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, on est en train de tester le marché tunisien avec une vision à l'internationalisation et d'être une brand comme l'Airbnb de l'agriculture participative. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire et multidisciplinaire. Donc, on a ingénierie informatique, ingénierie agronome, expertise en permaculture et moi-même, je suis étudiant en architecture. Aujourd'hui, on a pu nouer des partenariats avec plus de 82 fermes partenaires dans 3 secteurs et on a conçu 6 potagers pilotes. On a reçu une réponse positive de la part du marché. Et avant de finir, je voudrais vous informer que notre premier potager pilote était conçu dans la ferme où j'ai travaillé quand j'étais lycéen pour rendre hommage à cette période et qui était le creuset et le début de mon projet. Et vous rejoignez notre aventure dès aujourd'hui. Rejoignez la communauté de Taba. Merci pour votre attention. Bravo Dieddine, bravo, bravo. Dieddine Boubakr, fondateur de Taba. Merci, je vous en prie. Alors, la start-up suivante est celle de Arwa Ahmedi, Bioflamme. C'est la valorisation des déchets particuliers qu'elle va essayer de nous faire explorer. Sous vos applaudissements, Arwa Ahmedi. Bonjour tout le monde. Très ravi d'être ici parmi vous. Qui ne commence pas sa journée par une bonne tasse de café. Donc, selon Stephen Hawking, donc quand les choses se corsent, les durs prennent vraiment une bonne tasse de café. Et ces graines de café, pour arriver à nos tasses, elles prennent plus que de 3 à 4 ans, de la plantation à la dégustation. Mais malheureusement, en 10 ans, ne lui suffit que 5 secondes pour finir sa vie. Donc, 2,6 milliards de tasses de café sont bues quotidiennement dans le monde. De cette grande consommation, 21 millions de tonnes de café, de déchets sont issus. Et si ces déchets ne sont pas traités, ils deviennent une vraie source de pollution et surtout une des causes de réchauffement climatique vu l'émission des gaz à effet de serre. Et si on redonne vie à cette graine magique, notre solution, c'est Bioflamme. On assure la valorisation. Donc, Bioflamme, c'est le phénix de marc de café qui assure la renaissance et la valorisation de ce déchet. On a pensé, vu qu'il a un pouvoir énergétique très élevé, qui est un bon absorbant des mauvaises odeurs, à développer des bûches compressées et du charbon écologique et compressé. Et on a pensé aussi à développer des parfums d'ambiance et des anti-moustiques. C'est en phase de développement. Donc le process est très simple. On assure la collecte et le séchage, puis le compactage pour avoir des bûches. Et pour avoir finalement nos charbons, une carbonisation est nécessaire. Donc nos cibles sont les cafés, les restos, les pizzerias, les hôtels et les maisons d'hôtes. Donc pour le circuit de distribution, une politique de prix adéquate à chaque gamme de produits. Donc le marché tunisien a besoin de 160 000 tonnes de charbon et 2 millions de tonnes de bois de feu. Donc nos produits se différencient par nos concurrents par sa durée de combustion, sa propreté, sa facilité de stockage et surtout l'émission lors de sa combustion, moins de CO2 et moins de dioxyde de carbone. Donc il est 100% écologique,
Il émet moins de 130% de gaz à effet de serre et c'est surtout une solution pour lutter contre, solution alternative pour lutter contre le déboisement et son taux d'humidité qui ne dépasse pas le 10%, alors que le bois, il lui faut 3 à 4 ans pour avoir ce taux de 10%, et son valeur énergétique est 3 fois plus que le bois. Voilà. Notre projection future, donc on est en cours de création et de développement de notre processus de production. En 2023, on va passer à la production de nos parfums d'ambiance et en 2024, on va passer à la production du charbon et des bûches et en 2025, on va attaquer le marché international. Donc, je suis la fondatrice de Bioflamme, Arwah Mehdi, et mon cofondateur, c'est Bedi Chekhaoui, donc professeur agrégé et docteur en mathématiques avec un background en gestion de projet. Donc, pour réaliser ce projet, on a besoin de 350 000 dinars et la majeure partie, ce sera pour le matériel industriel. Merci infiniment pour votre attention. Arwah Ahmedi, Bioflamme, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, une autre start-up prometteuse est celle de Inès Arleya, Vita Doud, et cela concerne effectivement Doud. Voilà. عسلامة. البريزنتاسيون تاعي بالعربية ما j'essaye de mixer. Bonjour, je m'appelle Inès Arleya, je suis technicien supérieur et j'ai travaillé en industrie, 10 ans d'expérience en industrie. Actuellement, je suis intéressée à l'aviculture et les moyens d'amélioration de la nutrition et de la productivité chez les volailles. هذاك علاش باش نحكي لكم على لي بروبليم اللي يعيشوهم مربين تربية الدواجن. المربين اليوم يعانيوا من تردي جودة الأعلاف وبالمقابل سومها اللي قاعد يزيد، وهذا نتيجة من ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية كما السوجة اللي زادت 40% في 2022. السوجة هي مصدر البروتين في الاليمونتاسيون انيمال، يعني مادة ما نجموش نستغنيو عليها باش نحققوا الإنتاج، النمو وتعزيز المناعة عند القطيع. لكن بالمقابل السوجة متسبب في الديفورستاسيون والبوليسيون نتاع الناب نتاع اللوم تاعنا، على خاطر نستعملوا المبيدات الحشريه والاسمده الكيميائيه. هذاك علاش لازمنا نلقاو سوليوشن ريسبونسابل وزاده تكون دورابل. فيتا دود فكرت في سوليوشن اللي هي l'élevage d'insectes, plus précisément l'élevage des vers de farine, source de protéines durable et responsable par rapport aux autres sources de protéines, quelles que soient végétales ou animales. En consommation d'eau, en utilisation de biomasse, en dégagement de gaz à effet de serre et aussi en utilisation d'espace. Et comme exemple, dans 40 mètres carrés, on peut produire par mois même 800 grammes de protéines. Notre produit sera présent dans le marché sous la forme de verre de farine séchée et un fertilisant naturel. Parce que dans Vita Doud, on ne jette rien. On fait la valorisation des déchets des insectes et on l'utilise pour nourrir la terre et les plantes comme fertilisant naturel et de qualité, riche en azote, en potassium et en phosphore. Notre cible, c'est les éleveurs de volailles qui veulent améliorer leur productivité, les amateurs pour les fertilisants, les amateurs de jardinage et les agriculteurs maraîchers. Notre but, c'est de commencer en juin 2023 de commercialiser les fertilisants. Juin 2024, on obtient la productivité de 1 tonne de verre de farine. Inch'Allah, en février 2025, on commence la commercialisation de nos produits en Europe après avoir les certificats nécessaires. Et comme ça, on aura des produits
pour la commercialisation, soit off-ligne ou en ligne. Selon les statistiques, nous avons en Tunisie 4427 éleveurs de volailles. 91% منهم non satisfaits. فيهم اللي يستعمل في الأعلاف أما ما هوش راضي على المردودية متاعها وما هوش راضي على سومها اللي قاعد يزيد. وفيهم اللي هربوا من الغلاء متاع الأعلاف وقاعدين يصنعوا في علفتهم وحدهم أما الفورميلا متاعهم ناقصهم سورس دو بروتيين. صحيح ماناش موجودين في السوق وحدنا عندنا دي كونكيرون اما احنا نتميزوا عليهم بالفالوريزاسيون تاع لي ديشي نتاعنا واللي نستخلوهم كوم فيرتيليزون ناتوريل. ليكيب نتاعنا متكونه حاليا من نادي عليا ريسبونسابل كوميرسيال نهال زلومي ريسبونسابل ماركتينغ اي moi même CEO et fondatrice de Vitadout. Les objectifs durables qu'on travaille sur, c'est 2, 3, 12, 13 et 15. Pour que Vitadout حلمتنا باش تتحقق لازمنا تمويل بقيمة 195 مليون. 61% منهم matériel, investissement initial. Finalement, merci pour votre attention. Merci beaucoup, bravo. إيناس عليا ما نعرفش الجماعة نتاع المزرعة لهنا ولا مش لهنا هما وينهم جماعة المزرعة؟ روحوا جماعة المزرعة. On va essayer de voir avec Sinof El Sessi, hein? Donc je pense que ça pourrait être très intéressant de les mettre en contact ensemble. Bravo Inès, bravo à Villet, bravo donc à Arwa pour donc ces présentations très intéressantes. C'est le travail qui a été effectué par la Fondation Tunisie pour le développement que je remercie d'avoir contribué donc à rehausser le niveau de ce forum grâce à ces startups-là. Merci Asma d'être parmi nous. Alors, comme chaque belle chose donc a une fin. On arrive à la fin de la deuxième édition du Forum international de la RSE. J'espère que cette édition a été fructueuse pour vous tous, que les panels étaient de votre goût, que le dîner gala a été intéressant avec les hommages et les prix qui ont été décernés. Alors, il me reste juste d'inviter Sirlil Abidi, le commissaire général du Forum, pour la clôture, sachant que Madame Abir Sessi et Madame Rima Jam sont en train d'élaborer donc les recommandations qui émaneront de ce le pupitre de cette édition, et dans quelques jours les recommandations, un reporting vous sera communiqué donc pour s'arrêter sur les principales idées qui ont émergé de ce forum-là. Il me reste donc à donner la parole à Sirlil pour la clôture du forum de la RSE. Merci beaucoup Anis. En l'espace de 2 jours, on a vu défiler le travail de 6 mois de préparation. Au début, personnellement, quand Anis m'a proposé d'être le commissaire général du forum, j'étais pas trop convaincu, mais je voulais surtout au début lui faire plaisir et faire ce truc avec lui, parce que à chaque fois qu'on fait un truc ensemble, on réussit. Ça, tu me l'as pas dit au départ. Oui, mais là, je vais te confier les secrets. Mais après, 1 mois après, quand on a travaillé avec toute l'équipe, qu'on a commencé à travailler, et j'ai commencé à prendre goût à ce qu'on a fait. Et donc, ce fut un énorme plaisir. Pendant 2 jours, on a fait le plein. Réellement, on a vu défiler ici des vrais talents, des gros responsables, des gens engagés en matière de RSE, en matière d'objectifs de développement durable. On a pu un petit peu récompenser quelques entreprises qui ont travaillé dans la responsabilité sociale des entreprises. On a pu aussi, moi personnellement, j'ai su que je savais pas. Donc, et que, comme l'a dit Charles Aznavour, et que toujours on a quelque chose à apprendre, personne n'a la science, mais quand on est tous ensemble, on peut mutuellement se communiquer de très bonnes informations. Donc c'était très varié au niveau de la présence. Il y avait aussi l'engagement
des bailleurs de fonds de l'ONU, Nations Unies, donc le coordinateur de les Nations Unies en Tunisie, l'ambassadeur de l'Union européenne, le directeur général de la Bourse, le gouverneur de la Banque centrale, etc., le ministre de Jeunesse et de Sport, le représentant de la ministre de l'Environnement. Il y a eu un engagement, il y a eu un PPP, un partenariat public-privé réel. Je pense que c'est une belle réussite. Anis, la prochaine année, c'est moi qui va te demander un petit peu de commencer un petit peu plus tôt de la préparer. Merci à vous tous d'avoir participé et bon retour. Merci Cyril, merci à vous. Alors je tiens à remercier à la fin vous qui êtes présents, tous ceux qui étaient parmi nous. Je tiens à remercier de grands applaudissements à Multiprod. Donc l'équipe d'événementiel, Fauzi, Rami, merci pour les photographes également. Merci à l'équipe d'organisation, Manel, Rassen, tout le monde, donc Nour, tout le monde. On espère vous revoir l'année prochaine. Mais d'ici là, on va vous convier à un cocktail donc déjeunatoire qui va commencer à 14h30 et on espère vous retrouver l'année prochaine parmi vous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.